L'école des jeunes orateurs est fière de vous accueillir pour sa rentrée 2018, avec la joute de l'éducation. Nous sommes fiers aujourd'hui d'accueillir un jury de marque et très qualifié afin de juger les performances de nos jouteurs aujourd'hui sur des sujets qui ont fait l'actualité et qui sont, dans le monde universitaire et dans le monde de l'éducation en général, des sujets relativement importants. J'aimerais vous présenter tout d'abord la présidente du jury que nous avons composé pour cette première joute, Madame Nora Tafirou, ici présente. Nora, nous sommes fiers de t'accueillir aujourd'hui. Présidente du projet Speaker, média alternatif qui travaille dans les quartiers de la Méno et du Nehof, à former et à progresser dans le domaine du journalisme, de la captation vidéo. Nous sommes fiers de ce partenariat et fiers de t'accueillir aujourd'hui ce soir. Maître Darbois, nous aurons également de sa présence ce soir. Maître Darbois représente l'ordre des avocats de Strasbourg en tant que bâtonnier. Maître Darbois partage avec nous une appréciation assez grande de l'art oratoire et de son importance dans la raison politique et juridique. Je vous demande de l'applaudir aussi. Nous avions aussi invité Maître Créange, l'un des parrains de notre association, dont nous apprécions beaucoup le soutien, mais qui malheureusement n'a pas pu se joindre à nous ce soir. Et enfin, nous aimerions aussi vous présenter, s'il est besoin de le présenter encore, M. Gabriel Eckert, le directeur de notre IEP. Sans le soutien duquel les associations de Sciences Po ne seraient sans doute pas à l'état dans lequel elles sont actuellement, et sans lequel nous serions peut-être pas ce soir réunis. Donc j'aimerais au nom de notre bureau ainsi que des bureaux précédents vous remercier. Vous avez pu le voir, les sujets de la joute de ce soir sont des sujets qui sont tendus. Nous aimerions donc être témoins de passion, de débat, de choc d'idées. Parce que, après tout, c'est cela le JO. D'y ajouter la qualité et l'élégance qui sont attendues d'étudiants à Sciences Po. Et c'est exactement ce rôle que le JO ambitionne. Nous voulons donner la parole, nous voulons vous donner la parole. Et à ce propos, j'aimerais donner la parole à la présidente de notre jury, si vous avez quelques mots à dire. Je vais me mettre debout. Je vais me décaler. Suspense. Bonsoir à toutes et à tous. C'est toujours un grand plaisir de revenir à la maison, puisqu'il y a à peu près 20 ans, j'étais assise sur ces mêmes bancs. Oui, 20 ans. Promo 2000. Ça ne nous rajeunit pas. Donc, comme l'a dit Raphaël, je suis ici ce soir en qualité de présidente de l'association Speaker, CAPTA. Nous avons développé depuis 3 ans un projet qui me tient tout particulièrement à cœur, qui est de donner la parole aux habitants des quartiers populaires, de créer un média collaboratif des quartiers populaires à Strasbourg. Nous œuvrons sur le quartier notamment du Nehof et de la Méno, et nous explorons aussi d'autres quartiers. Nous avons initié l'année dernière, et j'ai une pensée toute particulière, et c'est pas qu'une pensée d'ailleurs, puisqu'ils sont là-bas au fond, ils se cachent, Maxime et Geoffrey, qui étaient donc membres de l'EJO l'année dernière, qui ont initié ce très beau partenariat avec Speaker, qui a donné lieu à plusieurs ateliers d'initiation de joutes oratoires auxquels ont participé des habitants des quartiers populaires, et une très belle restitution en avril de l'année dernière à l'espace culturel Django Reinhardt. Monsieur le directeur de l'IEP était membre du jury et peut témoigner de la qualité du spectacle final.
Donc c'est un partenariat qui continue, qui se poursuit, qui s'amplifie cette année. Nous espérons que toutes et tous, vous aurez envie d'y participer d'une manière ou d'une autre. Premier rendez-vous que je vous donne, j'ai oublié mon minuteur, donc tu m'arrêtes. J'étais organisée, premier rendez-vous qu'on vous donnera, ce sera le 10 octobre à la Presqu'île Malraux, dans le cadre des semaines de l'égalité et de lutte contre les discriminations organisées par la ville de Strasbourg, journée auxquelles participent un certain nombre d'associations qui œuvrent dans le domaine des luttes contre les discriminations. Donc nous proposons un atelier d'initiation avec le JO, avec Clémentine notamment. Nous avons initié des jeunes aux Jeux oratoires et puis un petit spectacle en fin de journée autour des thèmes de l'égalité et de la lutte contre les discriminations le 10 octobre. Il y aura des petits fascicules qui circuleront, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Je ne vais pas être beaucoup plus longue, sinon de vous dire que c'est des thèmes très chauds ce soir, sans jeu de mots. J'ai hâte d'entendre les jouteurs, c'est les premiers, donc on leur souhaite beaucoup de courage et c'est très courageux de se lancer. Donc très bonne soirée et à tout de suite. Je vais mettre la main sur... Je vais aussi me mettre debout dans la mesure où le prix vient d'être donné. Raphaël, je voulais tout d'abord excuser mon prédécesseur, Pascal Créange, qui n'a pas pu venir ce soir, mais qui est en amitié avec nous, bien évidemment. Pascal Créange, parrain de l'UJO, mais en fait, quelque part, ce sont tous les avocats qui sont parrains de votre exercice, parce que nous croyons, même si le monde évolue, que la parole est encore importante. Prendre la parole pour convaincre, et convaincre, c'est aussi un moyen de lutter contre les discriminations, comme vient de le dire Nora. Et on ne peut que saluer, bien sûr, ce partenariat que vous avez là aussi créé. Une fois n'est pas coutume, mais deux fois constitue une coutume, donc je me plie à la règle que vous avez instaurée, Madame la Présidente. D'abord pour vous remercier de votre présence, et puis surtout pour vous remercier, comme vous l'avez dit, de ce partenariat qui nourrit l'école, qui est important pour nous, ce partenariat avec l'association Speaker. Cela s'inscrit dans notre volonté de franchir et de dépasser les frontières culturelles, les frontières ethniques, les frontières mentales que nous pouvons avoir, et à nous intéresser non pas simplement à un entre-soi facile, mais à nous intéresser aux autres, à tous les autres, à tous ceux avec lesquels nous pouvons discuter, travailler et surtout parler. Parler, parce que parler, c'est ne pas s'affronter. Et ça, c'est absolument essentiel dans la société fracturée et fragmentée que l'on connaît trop aujourd'hui. Remercier également M. le bâtonnier qui nous fait l'honneur de sa présence. C'est important évidemment pour nous. Vous avez rappelé l'importance de l'art oratoire dans le métier d'avocat pénaliste en particulier, mais plus largement l'importance effectivement de la parole, de la structuration des idées. Et puis remercier plus largement l'ensemble des membres de l'association de l'école des jeunes orateurs qui ont fait ces dernières années, qui feront cette année aussi un travail tout à fait remarquable. C'est essentiel. Et Monsieur le Président, vous l'avez suggéré dans votre brève intervention, ce qui est important, c'est la forme, certes. C'est l'art oratoire au sens presque un peu théâtral. Mais ce qui est plus important encore, c'est le fond, c'est les idées, c'est ce que l'on dit. Et je suis très sensible à ça. Pas simplement à la forme, pas simplement à la beauté, pas simplement à l'élégance du verbe, pas simplement le raffinement. C'est un verbe qui sonne creux alors, c'est un verbe qui sonne faux. Ce qui m'intéresse, ce qui nous intéresse, c'est la qualité de l'argumentation, la qualité des idées, la capacité à nous convaincre de quelque chose. C'est ça qui est important, c'est ça qui est essentiel. Voilà, je m'arrête là, je suis déjà trop bavard comme toujours.
parce que ce soir, nous sommes venus, non pas d'écouter moi, ça n'aurait guère de sens, mais écouter tous les jouteuses et jouteurs qui vont s'affronter. Bon courage à vous, bonne chance à vous, et félicitations. Bonjour à tous, et pour démarrer cette belle soirée, la première joute, a-t-on besoin de grandes écoles? À l'affirmative, Valentine Barnakian. Mesdames et messieurs les membres du jury, très chères contradictrices, public, a-t-on besoin de grandes écoles? Non. D'après ma très chère contradictrice, et si on suit cette idée, pas besoin de vous non plus. Et vous non plus, monsieur Eckert. Sans grandes écoles, où seriez-vous? Au barreau de Strasbourg? Bâtonnier, sans doute. C'est pas mal, je vous l'accorde. Mais on est quand même mieux ici, dans ce grand amphi, de cette grande école. Et puis moi, je serais sans doute en fac d'histoire à Tolbiac. C'est pas mal non plus, mais je préfère être avec vous. J'affirme, au contraire de ma contradictrice, que j'ai besoin de grandes écoles. J'ai besoin de vous. Je vous aime. Mais qu'est-ce qu'une grande école? Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, pouvez-vous vous lever et nous faire part de la définition que le ministère nous propose? Une grande école, c'est un établissement d'enseignement supérieur qui recrute ses élèves par concours et assure des formations de haut niveau. Merci, monsieur le ministre. Les grandes écoles touchent à tous les domaines. Elles regroupent les ingénieurs, les cadres, les comptables, les trésoriers, les mathématiciens, les officiers de la marine, les ambassadeurs, les attachés de presse, les directeurs des ressources humaines, les chargés de publicité, et j'en passe. Il est bien évident ici qu'il serait impossible de lister toutes les personnes connues qui ont apporté quelque chose à la France et qui sont issues de grandes écoles. Si je vous parle d'Henri Poincaré, oui, je vous parle bien du Henri Poincaré, celui qui a apporté sa pierre à l'édifice de la notion de système dynamique et différentiel conservatif. Vous savez, on considère alors typiquement un système différentiel du premier ordre du type dx sur t égale à dt égale fonction de x de t sur t. Vous voyez, ça serait vraiment une perte colossale. Sans grandes écoles, on peut dire adieu au progrès, on peut dire adieu à la Startup Nation. Mais quelqu'un dans la salle, parmi vous, pourrait se lever, s'indigner et rétorquer avec animosité. Et qu'est-ce que vous faites de Marie Curie et Robert Badinter, tout droit sortis de l'université? Et qu'est-ce que vous faites de Marie Curie et Robert Badinter, tout droit sortis de l'université? Mais vous avez tout à fait raison. Loin de moi l'idée d'opposer université et grandes écoles. Au contraire, université et grandes écoles sont tous les deux les faces d'une pièce. Un modèle, un système qui a été fait de telle sorte que chacun puisse trouver l'environnement qui lui corresponde. Vous savez, on peut imaginer un pays sans grandes écoles. Ma famille est originaire d'Arménie. Elle a dû fuir le pays lors du génocide et s'est installée en France comme une grande partie de la diaspora. Il y a plus d'Arméniens éparpillés dans le monde qu'au sein même de l'Arménie. C'est un pays qui est très souvent resté caché, jamais sur le devant de la scène. Il reste muet. Dans son histoire, l'Arménie a souvent été une base armée des grandes puissances, une sorte de pays qui ne sert qu'à fournir les autres. Et c'est lié en partie à cause de son système éducatif. Il n'y a pas de grandes écoles, seulement des universités. Et encore, la plupart des enfants n'arrivent même pas à y accéder. Mais c'est un pays qui aujourd'hui veut se faire entendre avec une révolution en début d'année. Et ça, c'est aussi grâce au retour de la diaspora qui a été formée dans les grandes écoles d'autres pays. Dans ma famille,
Je ne suis pas la seule à être dans une grande école. Mon cousin est à Polytechnique, un autre à EM Normandie et un en école de droit à Manchester. Notre but, c'est d'apprendre le plus possible, nous spécialiser, grandir, mûrir grâce à ces enseignements pour qu'après, nous puissions donner notre voix à l'Arménie. Merci d'avoir écouté. À la négative, Violette Marsan. Très chers membres du jury, cher public, Valentine, bonsoir. Avons-nous besoin de grandes écoles? Autrement dit, l'élite formée au sein de ces systèmes scolaires est-elle vitale? Pour le bien de qui? Des politiques? De vos familles? De vous-même? On pense que des hommes incarnant le peuple sont l'essence même d'une société organisée et démocratique. En ce sens, nous aurions besoin d'élites formées. Néanmoins, si on reprend la véritable définition de la démocratie, il y a un problème. La démocratie est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Pourtant, nous sommes toujours en train de parler de démocratie libérale, représentative, religieuse. Aucun de ces oxymores ne correspond à la définition même de la démocratie. On y ajoute un adjectif qui finalement montre qu'il y a une condition nécessaire et intermédiaire à sa réalisation. En société, les choix des hommes sont lourds de conséquences et ils ne sont pas libres d'en assumer la responsabilité puisqu'ils la délèguent à une autorité supérieure. Finalement, avec ces élites, on se retrouve avec des grandes personnes qui court-circuitent le pouvoir du peuple. Ces grandes écoles forment des élites dont nous n'avons pas besoin, puisqu'elles ne respectent pas nos libertés individuelles et collectives. Finalement, nous n'avons pas besoin des grandes écoles, que ce soit pour le respect de la démocratie ou pour les libertés fondamentales. On pourrait cependant penser que nous avons besoin des grandes écoles pour un épanouissement culturel, pour apprendre à penser autrement. Mais penser autrement, est-ce bien penser ? Penser autrement revient à neutraliser cet talent particulier extraordinaire qui constitue la fidélité à soi-même. Nous ne croyons pas en ce que nous pensons, et vous ne croyez pas en ce que vous pensez. Vous citez des hommes politiques, vous citez des personnalités historiques, vous citez des données économiques. Mais finalement, les grandes écoles nous rattachent seulement à une culture qui est instructive. Mais ce qui est vital, ce dont nous avons besoin, c'est de notre nature, puisque c'est elle qui est constructive. Pourtant, il est vrai que les grandes écoles nous montrent souvent leur culture comme une opportunité unique. Mais finalement, le fait de montrer qu'elles sont les meilleures, cela crée une hiérarchie des cultures. Et ce n'est pas bénéfique d'avoir une compétition néfaste qui s'effectue entre toutes les écoles. Les grandes écoles sont sacralisées, sont idéalisées, sont vues comme inaccessibles. Et finalement, il en découle un phénomène d'autocensure pour les étudiants qui ne peuvent y accéder. Ils se pensent incapables de franchir ce mur qui peut paraître être les études supérieures. Pierre Bourdieu dit que l'école ne récompense pas ceux qui méritent, mais bien ceux qui héritent. Avec les grandes écoles, avec les élites, nous assistons à la reproduction sociale des classes dirigeantes. Et c'est eux qui détiennent le capital culturel le plus important. Finalement, ce dont nous avons besoin, ce n'est pas des grandes écoles. Ce dont nous avons besoin, c'est d'un ascenseur social, fonctionnel, pour tous les milieux sociaux. Pourtant, la seule chose que nous avons, c'est une échelle à laquelle il manque les 10 premiers barreaux. Et malheureusement, c'est au sommet de cette échelle brisée que se trouvent les grandes écoles. De plus, on nous vend toujours l'image des grandes écoles comme parfaitement indispensables. Alors qu'en réalité, elles sont totalement inutiles. Les neurosciences ont prouvé que c'est entre 0 et 3 ans que le cerveau de l'enfant est le plus malléable. Ainsi, quand les étudiants arrivent dans les grandes écoles,
Ils ont déjà vécu les années les plus déterminantes et formalisantes dans ce qu'ils sont. C'est pourquoi on peut se poser la question, n'avons-nous pas plutôt besoin de grandes petites écoles? Je m'explique. Des grandes écoles maternelles qui seraient au fondement même de l'apprentissage et qui lieraient à la fois l'égalité et l'équité des chances. Puis, pour en finir, on sait très bien que pour la réussite professionnelle, les grandes écoles ne servent à rien. Il suffit de traverser la rue et on a un emploi. Excusez-moi, je vais inviter les deux jouteuses à débattre, s'il vous plaît. J'invite le jury à poser des questions, s'ils en ont. Vous avez dit que les grandes écoles heurtaient la démocratie, que la formation des élites limitait nos libertés. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je veux dire que si on reprend étymologiquement la définition de la démocratie, on dit que c'est le pouvoir du peuple par le peuple. Donc il y aurait un lien direct entre le peuple et le peuple lui-même. Avec la création de ces élites qui arrivent par finalement les grandes écoles, il y a finalement le peuple, les élites et le peuple. Soit on arrive dans une situation pyramidale où c'est l'élite qui fait le lien entre le peuple et non plus le peuple qui fait le lien avec lui-même. Donc, autrement dit, on n'a pas besoin de corps constitué, on n'a pas besoin de corps intermédiaire, on n'a pas besoin de représentants. Moi j'ai une question, je me souviens plus de ton prénom, Valentine. Valentine, tu citais l'exemple de l'Arménie et tu disais que un grand nombre des difficultés que rencontrait ce pays était à l'inverse, du coup dû au fait qu'il n'y avait pas d'élite, qu'il n'y avait pas de grande école. Est-ce que tu penses que par le biais des grandes écoles, eh bien, ça va suffire à faire en sorte que ce pays aille mieux? Est-ce que c'est ton raisonnement? Oui, en quelque sorte, parce que on voit bien déjà avec la diaspora, la plupart des gens qui appartiennent à la diaspora sont passés par les grandes écoles, mais aussi par l'université. Mais même si l'Arménie ne forme pas ses élites, et elle attend que les élites reviennent ou alors que d'autres gens s'occupent d'elle, elle ne pourra pas avancer. Et finalement, il n'y a que des universités de sciences et de recherche en Arménie, pratiquement. On a besoin des esprits des gens. Et il n'y a que les grandes écoles qui peuvent permettre ça, selon toi? Non, forcément, mais ça pourrait être plus qu'une spécialisation, et c'est ce qu'on a vu en France quand on a voulu créer les grandes écoles après la Seconde Guerre mondiale, et même au XVIIe siècle, c'était pour former des élites parce que tout avait été ravagé. Et on en a besoin en Arménie parce que justement on a du mal à... On aura un débat après, si tu veux. Alors, peut-être juste une question qui s'adresse aux deux candidates ce soir. Vous avez beaucoup discouru sur le statut de la grande école et moi j'ai eu l'impression sur les conditions d'accès et sur le côté méritocratique ou non de ces institutions. Donc ma question qui s'adresse à toutes les deux et qui sera peut-être le début d'un débat que vous pourrez avoir entre vous et durant lequel vous pourriez également regarder le public sera: pensez-vous que nous sommes plus méritants que les autres? Je laisse Si on veut donner au mérite la seule définition de mérite scolaire, alors oui, nous sommes méritants.
Et si on lui attribue d'autres caractéristiques qui peuvent être le mérite tout simplement de s'épanouir dans ce que l'on fait, alors peut-être que nous ne sommes pas tous méritants ici. Par rapport au mérite, parce que on a travaillé pour avoir un concours et puis même on a dû l'étaler et si les gens qui méritaient aussi n'ont pas eu ces enseignements, ils n'étaient pas les meilleurs, ils ont eu des difficultés entre autres. Mais l'université aussi, c'est le choix de rentrer, c'est un tirage au sort, alors que les grandes écoles, la plupart du temps, c'est sur des dossiers, des euros, c'est pour apprendre à gérer. Merci. Et maintenant pour la deuxième joute, à l'affirmative, Camille Fouret et Pierre Gasselin. Bonsoir à tous. On va peut-être vous surprendre, mais Pierre et moi avons décidé que ce soir, on ne jouerait pas. On est désolé pour vous, pour le JO aussi. On ne veut pas du tout gâcher votre événement, mais là, ce qu'on a à vous dire, c'est vraiment trop important. Monsieur le directeur, si nous sommes ici, Pierre et moi, devant vous, c'est pour vous demander de revaloriser notre classement de fin de première année. Si vous ne signez pas ce papier, qui nous assure une place dans le top 2, nous allons occuper cet amphi. C'est bon. Parce qu'il n'est pas question d'être jeune et de se taire devant un classement qui nous dresse les uns contre les autres. Qui brise des amitiés. Qui déchire des familles. Pour en fin de compte choisir entre boire une IPA en Inde ou une duvel à Bruxelles. Nous allons donc occuper cet amphi. Comme mon oncle a occupé la Sorbonne en 68. Comme ma tante a occupé le Larzac en 73. Comme ma grand-père, comme mon grand-père, ma grand-mère. Ils ont occupé aussi l'Algérie en 61. Comme maman s'occupe des méchants. Bref, comme vous le voyez, nous ne savons rien. Mais nous dirons tout. Nous dirons tout sur l'occupation. En effet, l'occupation, bien que nous ayons un peu perdu de notre tradition belliciste, peu notre tradition belliciste, il me semble que Napoléon s'ennuie d'Austerlitz, tandis que Bismarck s'ennuie de Strasbourg. Néron regrette Rome comme nous regrettons un peu Josy, volé par des grenoblois alcoolisés dans un rue à Cronenbourg. Plus à se battre à coups de semoule et d'escalope milanaire. L'occupation a pourtant ses vertus que l'Alsace-Moselle n'ignore pas. Regardez la BNI. Le DNS. Regardez le palais. En bref, l'occupation a laissé sur ces bâtiments des traces indélébiles. Tout comme notre bouteille de... Grenadine qui nous laisse souvent des traces dans l'estomac. Nous pouvons aussi occuper une place. Ou occuper des esprits. Nous pouvons occuper des endroits stratégiques. Sur lesquels nous plantons le drapeau rouge au sommet du Reichstag. On occupe ainsi une forêt pour protester contre l'agrandissement d'une usine en Allemagne. On repeint les murs de sa fac. On joue avec les images pour avoir une réponse. Ou encore, on peut jouer des symboles pour tenter de trouver un sens. Et dans cette bataille symbolique, ce sont souvent les étudiants qui sont à la première place. La preuve en est. La loi orientation et réussite des étudiants nous a permis à tous, l'année dernière, de jouir à nouveau dans les pavés. D'être révolté. Révolutionnaire. D'être... insurgé. Aussi. D'être insoumis. Enfin bref. Pas compris. C'est d'ailleurs à cause de cette réforme que certains étudiants occupaient les marches de leur faculté. En effet, ils étaient occupés à construire des barricades aussi solides que les murs de notre
futur prochain bâtiment à venir. Sans doute. Un jour. Je crois. J'espère. Ah, attends, ta quatrième année. Pendant que les autres étudiants manifestaient dans les rues, nous étions dans notre institut, dans nos salles de cours, prêts à en décoller. Il y a 36 000 communes en France. Nous en étions alors à la seconde et nous occupions la place. Oui, enfin Camille, nous étions tout bonnement en cours. L'échec fut cuisant. La réforme est passée. L'été, comme souvent, l'a fait oublier. Sous les pavés, la plage a bel et bien été trouvée. À relire ces heures sombres de notre histoire et surtout de notre année passée, je ne peux m'empêcher de penser que nous aurions dû aller plus loin. Nous aurions dû occuper toutes nos facultés. Celles de médecine, De droit, de chimie, notre imagination, notre intuition. notre raison, Nous aurions dû nous rassembler en comité, en soviet, en compagnie. en division. Nous aurions dû créer notre propre mouvement contestataire. Car il n'y a pas de pensée révolutionnaire. Il n'y a que des actes révolutionnaires. Adopter un projet de loi au cours d'une belle nuit d'été, prônant les droits naturels des hommes et des femmes. Ça, c'est révolutionnaire. Briser son métier à tisser pour protester contre l'aliénation de l'homme face à la machine. Ça, c'est révolutionnaire. Occuper un amphithéâtre et décréter l'état de bonheur permanent. Ça, c'est révolutionnaire. Briser, brûler une pelleteuse en marge d'une manifestation. Ça, c'est inutile. Qu'en est-il de comprendre l'intégralité d'un cours de MSS? Non, ça, c'est impossible. Tout est prétexte, à s'occuper. Rien pour s'occuper. Nos associations en sont la preuve. Le BDE s'occupe de nos soirées. Le BDS nous les fait oublier. Le BDI est occupé à être gentil. Le JO a nous accordé un prix. Mais la vie associative n'est pas le cœur de nos préoccupations. À en croire les chiffres sortis directement du laboratoire de recherche en occupation de Sciences Po Paris, Qui a acquis ces lettres de noblesse entre 1940 et 1944? 37% des zadistes occupant Notre-Dame-des-Landes étaient issus des seuls rangs de Sciences Po Tandis que 92% de nos étudiants à l'IEP sont occupés l'hiver à se réchauffer. Un chiffre encore plus intriguant nous apprend que 100% des étudiants sont occupés à se préoccuper de ce qui les occupe. En bref, tracassez-vous des déchets qui occupent l'océan. Inquiétez-vous de ceux qui s'occupent des manifestants. Alarmez-vous quand un prof vous dit que vous n'êtes ici que pour vous trouver un mari. Préoccupez-vous de vous d'abord. Et si ensuite il vous reste du temps, préoccupez-vous de votre classement de fin de première année. Il me semble que nous pouvons occuper cet amphi par envie, par désespoir, par ennui, par devoir, pour voir ou pour rire, pour faire ou refaire. Il me semble que nous pouvons occuper cette université par hasard, par volonté, par conviction, pour défendre ce que l'on nous apprend, pour fendre ce que l'on nous a appris. Mais encore et toujours, occupons nos esprits. Et Mathis Colomboyan. Chers membres de l'EMIO, Honorable, respectable, vénérable, admirable, détestable, membre du jury, dégoûtant, et copines, merde. amis. Nous sommes réunis ici ce soir pour débattre d'un sujet Que les CRS sont déjà réglés pour nous. occuper l'université, point d'exclamation. Pourquoi ce point d'exclamation? Point d'interrogation. N'exhorte-t-il pas à plus de haine, à plus de violence? Il ne s'agit pas là d'une innocente invitation à la fête de l'UMA, mais bien d'un appel aux armes. Aux armes! D'accord.
En vrai, vous n'êtes pas si violent, seulement un peu stupide, parce qu'au fond, à qui profite le fait d'occuper l'université? À personne. Les étudiants opposés à l'occupation. On les empêche d'assister à leurs cours. Les étudiants en faveur de l'occupation. Ils n'ont pas obtenu gain de cause. L'université, sans enseignement dispensé, elle est vidée de sa raison d'être et en proie à un climat de tension. Les seuls gagnants de cette histoire sont les professeurs qui n'ont plus de cours à assurer. et le jeune Samuel, trop heureux de pouvoir chanter l'international plutôt que de réviser ses partiels. Mais en fait, pourquoi occuper l'université? Vous vous dites opposé à la sélection à l'entrée de l'université. Le problème, c'est que l'offre de place à l'université est inférieure à la demande. Questions, commentaires, remarques? On continue? L'université devient donc un bien de luxe, car son accès est restreint. Certes, me direz-vous, la méritocratie... Ça ne fonctionne pas du feu de Dieu. Et malheureusement, les origines sociales ont toujours une forte influence sur les résultats scolaires. Mais plutôt que de protester contre la sélection à l'université, alors que les autres alternatives... Tirage au sort, premier arrivé, premier servi. ...sont tout aussi injustes, il faudrait améliorer le système scolaire dans son ensemble afin de le rendre véritablement méritocratique, donnant ainsi à chacun les mêmes chances de réussite. Ça ne sert à rien d'occuper l'université, car le problème se situe bien en amont. Comme Benoît. Et non pas Mickey. Il faut agir dans l'éducation pour donner à tous les mêmes chances de réussite, tout en gardant à l'esprit que l'égalité parfaite n'est qu'une. Et devinez ce que fait mon asso? Exactement ça. N'occupez plus l'université. Engagez-vous à les gosses. Tout le temps passé à occuper l'université, vous pourriez l'employer à changer directement le cours des choses. Occuper l'université. N'avez-vous donc rien de mieux à occuper? En occupant l'université, vous n'occupez pas vos journées de manière très positive. Vous privez simplement les autres étudiants d'une occupation et leurs esprits demeurent inactifs car inoccupés. Or, le but même de l'université, et ce pourquoi vous prétendez l'occuper, c'est de permettre à tous, et sans exception, et sans sélection, d'accéder aux plus hautes sphères de la connaissance. Avant d'occuper l'université, commencez par occuper ses bancs. Ces bancs, qui pas plus tard que jeudi 8h auront été désertés, laissant ainsi la HGP De même que la MSS, le droit constitutionnel, le droit administratif, le droit des obligations, le droit de l'UE, le droit de l'UNEF. Vous avez compris? Mais ne laissons pas bloquer sur les fameux blocages. Occuper peut prendre diverses acceptions. Occuper l'université, ce pourrait être lui donner une occupation, quelque chose à faire. Mais ne donnez pas de travail supplémentaire à l'administration, ils ont déjà suffisamment à faire tous les matins. De 8h à midi. Pour répondre à nos mails. Comme le fait d'occuper cet espace de l'université, cette fois-ci de manière plus intellectuelle. En effet, l'université est un lieu millénaire de partage, de transmission de savoir et de débat. Il faut donc occuper son esprit à l'université et s'occuper de l'université. Tous ceux qui passent par ces lieux, Élèves, professeurs, membres du personnel, ont en effet la responsabilité de faire grandir et évoluer l'institution afin de l'améliorer toujours. Occuper l'université consisterait en une forme d'appropriation, d'accaparement de l'institution. C'est au fond un acte très égoïste qui va à l'encontre de la valeur universelle de l'université. En résumé, il ne faut pas occuper l'université, mais s'y occuper et s'en occuper. Et puis franchement, faire ça en 2018, date anniversaire de mai 68. Très original. Eux, à l'époque, À leur époque. ils avaient des vraies raisons de se battre. Merci à Monsieur Ecker et à tous les étudiants de France et de Nanterre de vous être battus au nom d'une cause qui en valait vraiment la peine. La mixité dans les résidences universitaires. Aujourd'hui, vous vous battez pour quoi?
contre la sélection à l'université. Vos intentions de vous battre pour les lycéens, aussi louables soient-elles, ne sont que des canards. Nous savons que nous allons nous mettre à dos l'ensemble de cette assemblée. Mais jetez-nous au lion, nous n'avons pas peur de votre opprobre. Nous ne sommes pas dupes. Condamner la sélection à l'université, alors que c'est précisément sur ce mode d'entrée que vous avez misé afin d'assurer votre avenir professionnel, c'est vraiment hypocrite. Et cette hypocrisie, on la retrouve lors des AG, organisés pendant les cours, lâche incitation à bloquer le système universitaire avant même d'avoir pris la décision collective d'occuper l'université. Ce soir dans l'université, oui et après. Le monde ne va pas s'arrêter de tourner, les enfants. Le vrai monde déjà arrive à chez le coiffeur. On va déjà vous lever le matin et traverser la rue. Papy, lui, il avait fait la révolution dans les maquis. Et non pas dans les sushis. Quitte à vous révolter, faites la révolution. Et faites-la bien. Investissez le sphère du pouvoir. Engagez-vous en politique, vous, élite de la nation. Allez au Parlement des étudiants. Répondez à des sondages. Écrivez nos propos. Pipeaux de toutes les provinces. Unis, c'est vous. Le jury a-t-il des questions à poser? Ça va. Je crois que le débat, c'est pas que les questions du jury. Le débat, c'est d'abord entre vous. Il me semble qu'il est judicieux que vous répondiez à un certain nombre d'arguments qui ont été développés et réciproquement. Par exemple, vos contradicteurs et contradictrices ont posé la question « Pourquoi occuper l'université ?» Alors, en dehors du classement de première année, pourquoi occuper l'université? Mathis et Astrid, vous avez soulevé dans votre joute un moment. Occuper l'université, ça empêchait en fin de compte d'avoir des débats dans un lieu qui pourtant est un lieu de savoir, et dans lequel il doit y avoir absolument un débat. Mais croyez-vous que par exemple en mai 68, l'exemple qui est peut-être le plus proche de nous, en tout cas le plus violent et le plus proche de nous, croyez-vous que dans le théâtre de l'Odéon, au milieu de la Sorbonne, il n'y avait pas de débat? Et pourtant, c'est bien l'occupation de cette université qui a permis ce débat et qui a ouvert la parole. D'accord. Et tu peux nous expliquer peut-être pourquoi en 2018, cela n'a pas donné les mêmes effets? Cela n'a pas permis une aussi grande évolution qu'en mai 68. Mais c'est dangereux de naturaliser les phénomènes. Il y a deux époques, deux moments différents, et donc on ne peut pas transposer les conséquences qu'ont eu. Mais sinon c'était super. Vous avez mentionné le fait que vous auriez dû faire beaucoup de choses, que vous auriez dû constituer un projet, c'est une bonne chose. Pourquoi ne pas l'avoir fait? Mais sans doute parce qu'on faisait plein d'autres choses. La réponse est facile, mais elle est utile. Je sais pas, mais on y repensera à la fin. Je vous remercie. Mesdames et messieurs les membres du jury, monsieur le directeur, chers amis, bonsoir. Quand il était petit, Jacques se demandait, comme nous tous d'ailleurs, comment on fait un bébé? Après les explications de la cigogne, ou bien de la petite graine que papa plante dans maman, il faut bien chercher plus loin la sexualité. Alors la sexualité, eh bien c'est tout ce qui a un rapport avec le sexe, on le sait. Autant du point de vue de la procréation que de celui du plaisir. Mais vous savez déjà tout cela, car vous avez déjà reçu une éducation sexuelle. L'éducation, c'est tout le partage de valeurs et de connaissances qu'on peut avoir,
et qui permet à chacun de s'épanouir librement. L'éducation à la sexualité se fait étape par étape. La première chose que notre petit Jacques apprend sur la sexualité, c'est qu'il a quelque chose entre les mains. Bon. Et ses parents lui disent que cette chose, il faut la protéger des regards. Comme il lui cache les yeux devant les scènes un peu plus osées de films. En effet, le sexe, c'est intime. Mais c'est tellement plus libéré aujourd'hui qu'il y a 50 ans. Je me souviens encore de mon grand-père qui, lors du dernier dîner de famille, m'a dit « Tu sais, Marie, la sagesse ne veut rien faire avant le mariage, hein ?» Bref, parler de sexe avec sa famille, c'est encore, pour une bonne partie d'entre nous, un sujet tabou. Et pour moi, c'est tellement important d'en parler, car la sexualité implique certains comportements à avoir, en tant que c'est un acte on ne peut plus social. De plus en plus arrivent sur la scène publique les problèmes liés à la pratique de la sexualité. On peut avoir la transmission du sida, des viols, des grossesses non désirées. Et c'est pour ça que l'éducation est indispensable. Et d'ailleurs, l'éducation nationale a mis la main à la pâte. Et Jacques, depuis les années 70 à peu près, peut apprendre à l'école la procréation, mais surtout comment se protéger. On a tous déjà eu cette intervention un petit peu gênante de notre prof de SVT, qui essaye de nous montrer comment enfiler un préservatif sur divers objets. Alors, membre des jurys, vous étiez plutôt banal ou tu vas essayer de... Cependant, à l'école, ça ne va généralement pas plus loin que la reproduction. En effet, toute la partie du plaisir est totalement oubliée. Avant l'année dernière, par exemple, jamais le clitoris n'avait été réellement représenté dans un manuel de sciences, comme s'il n'existait pas. Et puis, quid de l'homosexualité, la bisexualité ou la sexualité? Ce que notre petit Jacques cherchait concrètement, c'était ce qu'il se passait exactement dans la sexualité. Et Jacques éjacule la satisfaction de pouvoir mettre des images sur cet univers encore très télé. Avec les amis, ce fut la course à qui serait le plus au courant, à qui serait le premier à tremper la biscotte. Mais le petit Jacques dut attendre un peu, et ce fut l'occasion d'apprendre un vocabulaire extrêmement riche et varié. YouPorn, Pornhub, chaîne Cody. Mais que serait une bande d'amis sans une initiation au plaisir d'Internet? C'est là qu'arrive Virginie. Mais si vous vous souvenez, c'est celle qui a joué dans Blanche-Fesse et les 7 mains. 1h35, pur plaisir personnel devant votre ordinateur. N'oubliez pas le mouchoir parce que... La sexualité est beaucoup plus abordée chez les hommes que chez les femmes. Et au-delà du plaisir qu'elle peut procurer, la pornographie est aussi une sorte d'éducation informelle à la sexualité. C'est une vision du sexe un peu biaisée, surjouée, mais un petit peu fort. Mais beaucoup d'entre nous se raccrochent quand même à l'idée qu'elle peut faire partie d'un des modèles de sexualité, et beaucoup plus explicite qu'un pauvre manuel de GT. Alors oui, mesdames et messieurs, la sexualité est une question d'éducation. Elle peut venir des parents, elle peut venir de l'école, des amis, d'Internet. Et tous ces acteurs concourent tous à une sexualité épanouie et respectueuse. Alors, on dit merci qui? Mesdames et messieurs les jurés, cher public, chère contradictrice, bonsoir. Au cours d'une belle nuit d'avril 2012, alors qu'un jeune homme dormait paisiblement dans sa chambre, sa mère le réveilla et lui demanda vigoureusement de descendre au salon. Fort curieux de se réveiller au milieu de la nuit, le jeune homme accepta de se prêter au jeu, pressentant une surprise pour son 15e anniversaire. Mais, alors qu'il dévalait les marches jusqu'au salon, son bonheur soudain s'envola
lorsque sa mère lui dit « Eh mon loulou, ça serait bien qu'on parle de sexe en famille !» Sans suivre des heures de discussion passionnantes et fort gênantes avec sa propre mère sur les différentes positions et risques associés à la chose. Et après cet épisode fort peu traumatisant, il fallut un certain temps au jeune homme pour parler librement de sa vie sexuelle avec sa famille. Bon, vous l'aurez deviné, ce jeune homme, c'était moi. L'éducation sexuelle a-t-elle une raison d'être? Sans doute, et je voudrais ici saluer ma maman. D'ailleurs, elle vous fait expressément passer le message, les jeunes, sortez couverts. Mais la sexualité est-elle une question d'éducation? Jamais. La sexualité est de l'ordre de la nature, des pulsions. Elle est le fondement de notre perpétuation en tant qu'espèce. Ces pulsions ne se génèrent pas par l'éducation, elles existent en tout lieu, à toute époque, dans l'ensemble du règne animal, y compris chez l'homme. Ce sont ces mêmes pulsions qui, un beau jour, ont poussé un jeune garçon de 12-13 ans, à l'esprit jusqu'ici pur et fort peu naïf, à se tourner vers une jeune femme et à se dire « Mais bon sang, quelle est cette paire de seins bien galbée ici ?» L'inconduite de la sexualité est bien plus une question de reproduction. Dans nos sociétés, elle est associée avant tout au plaisir. Et quel plaisir peut être plus personnel que la sexualité? Comment savoir ce que nous aimons et ce qui nous révulse? L'éducation est incapable de solutionner cette question, car la seule réponse qui vaille tient au mot magique: expérience. Et celle-ci ne s'acquiert ni par les récits, ni par le porno. De notre sexualité. Ne laissez pas l'éducation définir des normes auxquelles il faudrait se conformer, car l'éducation, aussi bien intentionnée soit-elle, n'est pas toujours du côté du bien-être et de la vérité. Combien de temps a-t-il fallu pour que des orientations sexuelles, autres que régies par le simple rapport homme-femme, se soient trouvées reconnues comme légitimes dans notre République? Et combien d'êtres humains vivant dans des états où le religieux côtoie le politique, souffrent, de par le monde, de tentatives de régenter leur sexualité par une éducation aux bonnes mœurs. J'ai conscience que mon message ne peut satisfaire pleinement la jeunesse, car à l'aube de notre sexualité, chacun d'entre nous tente d'établir des repères, cherche des raccourcis pour connaître cet univers, et par-delà se connaître. Nous sommes impatients car produits d'une habitude, celle de l'instantané. Vous voulez regarder un film? Il y a Netflix. Vous avez faim? Allez sur Deliveroo et vous avez de la bouffe en 30 minutes. Mais la sexualité ne fonctionne pas comme ça. D'ailleurs, c'est cette même habitude de l'instantané qui, au cours du week-end d'intégration, pousseront sans doute des élèves à vous adresser à vous, chaque première année, cette question légendaire. Alors, t'as chopé qui? Cette requête, monsieur le directeur, à la fois fort banale de la longévité exceptionnelle au sein de notre noble institut, traduit parfaitement, au-delà des simples rameaux, notre désir de connaître, de nous identifier à des normes sociales. Une femme est-elle aussi légitime qu'un homme à avoir des partenaires multiples? Le sexe et les sentiments ont-ils toujours en partie liés? Peut-être que ce type d'interrogation traverse vos esprits selon. Mais si vous recherchez dans l'éducation une réponse universelle et parfaite, je vous le dis d'avance, vos tentatives sont vaines. Il n'existe pas de réponse universelle et parfaite. Il n'existe que des réponses personnelles, car la seule variable de l'équation qui compte vraiment est malheureusement incompressible. C'est le temps. Sur ces paroles, je l'espère sage, mais surtout sincère. Je vous remercie tous chaleureusement pour votre belle attention. Quelque chose qui est frappant dans vos deux interventions, c'est que, petite nuance, mais vous avez finalement tous deux parlé de la sexualité masculine. C'est Jacques ou c'est Loulou. Est-ce qu'il est si difficile que ça de parler de la sexualité féminine? Et est-ce que c'est peut-être pas pour ça qu'on a besoin d'éducation dans cette affaire?
parler de sa propre expérience, qui est au fond très intime, pour convaincre les personnes. Je trouvais ça légitime, de mon point de vue justement, d'explorer ce que l'autre sexe pouvait ressentir. Et c'est pour ça que je vous ai présenté l'histoire de l'homme. Alors moi, il n'y avait rien de cet ordre-là. En fait, c'est simplement que je trouvais ça plus authentique de parler de ma propre expérience. Voilà, masculino-centré, je ne sais pas trop comment dire, mais oui, effectivement, ça me paraissait plus authentique de parler de ce point de vue-là. C'est pour ça que je me sens relativement peut-être mal placé pour évoquer la sexualité féminine, dans la mesure où je la connais moins que la sexualité masculine. Je pense qu'effectivement, il y a un décalage énorme entre les connaissances qui sont véhiculées par exemple sur Internet sur la sexualité masculine ou par exemple la sexualité féminine, comme Marie a pu l'énoncer. Par exemple, quand elle parlait de la pornographie, c'est vrai que quand on va sur un site de porno, c'est fait pour les hommes, peut-être parce que c'est les hommes qui consomment plus, je ne sais pas, mais c'est vrai qu'il y a une dominance masculine très claire et c'est légitime en fait, parce que les femmes ont autant de plaisir que les hommes et autant légitime que les hommes à avoir du plaisir sexuel. La sexualité est assez maîtrisée par l'homme, dans le sens où, quand même, on s'en rend compte, pour les femmes, c'est assez tabou en fait de parler de pornographie, de parler de sexualité en général, alors que, disons que les garçons, quand ils sont petits, on leur dit moins, généralement, qu'il faut faire attention avec la sexualité pour les filles. Enfin, au moins, voilà, pour le coup, je vais vous donner un exemple personnel. Ma mère m'a souvent répété que faire l'amour c'était quelque chose de très spécial et qu'il fallait garder pour une occasion unique. Et c'est pas forcément l'éducation que mon frère a reçue par exemple. C'est justement là que l'éducation est un problème. Positif, mais jusqu'à présent, l'éducation a plutôt créé des différences entre les hommes et les femmes. Alors que si on avait laissé faire la nature, peut-être que les femmes seraient, si on n'avait pas instauré des dogmes ou des normes qui justement genraient la femme dans une posture où la sexualité était quelque chose de presque d'interdit, qui ferait presque, non pas à contre-cœur, mais voilà, qui serait beaucoup moins libéré que pour un homme, peut-être finalement qu'il n'y aurait pas tant de différence que ça si une femme serait ce poids prégnant de l'éducation. Et du coup, je vais juste vous interrompre parce que j'ai quand même une petite question. La sexualité est-elle une question d'éducation? Vous avez évoqué plusieurs acteurs de cette éducation. Et si je fais un lien avec l'actualité, tu as cité notamment l'école, les parents, Internet. Aujourd'hui, ce qui fait débat, pour rattacher ça un petit peu à l'actualité brûlante, c'est est-ce que les enseignants sont légitimes à parler de sexualité, y compris à des enfants qui sont considérés comme ayant un âge précoce, on peut dire ça comme ça. Est-ce que tous les acteurs sont légitimes, selon toi? Parce que mettre côte à côte Internet, le corps enseignant, la famille, c'est des questions que je souhaitais te poser. Est-ce que tous les acteurs sont légitimes et quelle est la place de chaque acteur? Alors, pour moi, ces acteurs, justement, ils transmettent des valeurs et des connaissances différentes. Comme je peux le dire, en fait, la sexualité qu'on va apprendre à l'école, ça va être surtout sur la partie scientifique. Parce que les personnes qui l'enseignent sont plutôt des professeurs de sciences, qui donc connaissent bien l'anatomie humaine. Et c'est vrai que la partie plaisir n'est pas enseignée. Alors on n'est pas, comme la fausse rumeur a dit, à enseigner les cours de masturbation à la maternelle. Mais en fait, c'est assez important qu'on en parle, et c'est justement bien d'avoir plusieurs sources différentes pour qu'en fait, chacun puisse s'identifier aux différentes valeurs et connaissances qu'on peut lui transmettre, et pour avoir en partie à faire des choix. Parce que si on est conditionné à une seule personne, en disant un seul acteur qui nous enseigne à la fois le plaisir, à la fois comment se reproduire, ou à la fois comment se comporter avec l'autre, c'est assez difficile d'avoir un jugement personnel. Moi, je pense simplement qu'en fait, l'école ne doit pas s'en occuper parce que l'école, c'est pas sa fonction principale en fait. Aujourd'hui, on voudrait que l'école s'occupe de tout, qu'elle forme, qu'elle fasse plus de mathématiques, parce qu'on fait pas assez de maths,
plus de français parce qu'on parle pas de français, plus de langue étrangère, du code informatique, de la sexualité. Voilà, en fait, on investit énormément d'espoir dans l'école parce qu'on ne sait pas vers qui se tourner. Et donc l'école, en fait, elle a un peu un acteur par défaut. On se dit, on va l'enseigner à l'école, comme ça tout le monde va recevoir la même éducation, ça sera en pénibilité. Mais en fait, voilà, la vie ne s'arrête pas à l'école. Et je pense qu'en fait, c'est pas à l'école de s'occuper de ça, simplement elle a d'autres fonctions à remplir. Et à mon avis, la sexualité, elle est beaucoup plus épanouie lorsqu'on a des chemins qui sont personnels. Enfin, c'est impossible d'avoir une éducation uniforme sur la sexualité. Il y a trop d'orientations sexuelles qui existent. Il y a trop de pratiques différentes qui existent. C'est impossible de fournir une base de connaissances. On va faire quoi? On va faire un socle commun sur la sexualité? C'est ridicule. Et je pense que ça serait beaucoup plus productif, en fait, de simplement dire que c'est l'expérience qui va guider l'apprentissage. C'est leur vie par exemple, comme les Américains, quoi. Et je pense qu'en fait, c'est beaucoup plus simple de faire de cette manière-là que de vouloir tout le temps imposer l'école, mettre une école devant pédagogie, de devoir s'occuper de sexualité, par exemple, Je vous remercie.